Risk Analyst, et Boniface Pacan, ingénieur Caen. Je leur remercie pour leur présence honorable. Merci pour avoir accepté notre invitation. Je rappelle les étudiants qui sont présents avec nous aujourd'hui que cette séance est dédiée pour vous. Et dans ce cadre, je vous invite à poser vos questions dans le... N'hésitez pas à le faire. Mon rôle est certes d'animer la séance, d'orienter plus ou moins la discussion, mais ça n'empêche du bon déroulement de cette session. Mademoiselle Yasmine et Monsieur Boniface, nous aurons le plaisir de vous connaître plus. Veuillez vous présenter à l'ensemble des étudiants. Le contact avec Yasmine. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je suis Yasmine Oudbella, je suis lauréate de Agadir Finance, filière finance, et je suis actuellement en Master 2 à Paris-Saclay, gestion des risques et des actifs. Et je pense que c'est tout pour le moment. D'accord, merci. Boniface, la parole est la vôtre. La filière financière ingénierie décisionnelle de l'INSA d'Agadir. Et actuellement, je suis analyste quantitatif à Société Générale ATS. Et voilà, donc c'est tout ce que je peux dire. Si vous avez des questions, ça viendra. D'accord, merci. Nous sommes des étudiants en cycle préparatoire et on ne connaît pas trop sur la filière, que des informations dites ici et là, et on souhaite s'informer de votre part. Est-ce que vous pouvez définir en gros la filière finance et ingénierie décisionnelle? Il s'agit de quoi exactement? Yasmine, tu veux commencer? C'est comme tu veux. Mais j'ai commencé du coup. En fait, pour être bref, la filière finance et ingénierie décisionnelle, on peut la détailler en deux. Un premier terme qui est la finance. C'est une science de l'économie qui fait partie de l'économie et qui n'est pas l'économie. Et l'ingénierie décisionnelle, en gros, c'est un genre d'apprentissage ou une science qui va aider à prendre la décision au sein d'un organisme. Dans le cadre de ce qui est, ou bien les cours qui sont traités au sein de notre école, la finance et l'ingénierie décisionnelle est une filière qui regroupe trois grands axes, à savoir les mathématiques appliquées à la finance de marché plus particulièrement, et l'outil de la décision qui est dans ce cas, dans notre cas plutôt, l'informatique. En gros, ça va être la combinaison et des maths et de l'informatique pour bien appliquer à la finance. Et dans un autre cas, je ne sais pas si on va parler de ça maintenant ou bien on laissera après en ce qui concerne les carrières et les profils qui peuvent être qu'on peut avoir comme ressortissants de cette filière. Je ne sais pas si Paka, tu veux. Oui, on va en parler de ça plus tard. Ok, d'accord. D'accord, merci beaucoup. Moi, ce que je vais préciser, c'est que parfois, quand on parle de la finance et l'ingénierie décisionnelle, il y a une toute petite confusion. Donc, il y a des gens qui n'arrivent pas toujours à faire la différence entre la finance que nous faisons à l'INSA et la finance que quelqu'un pourrait faire peut-être soit à la fac ou à l'ENCG. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, du côté des écoles de commerce en général, donc, eux, ils sont beaucoup plus orientés vers ce qu'on appelle corporate finance ou de la finance d'entreprise. Mais nous, en tant qu'ingénieurs à l'INSA, donc, on est beaucoup plus orienté vers l'ingénierie, c'est-à-dire côté conception. Et donc, ce n'est pas du tout la même chose. Okay? C'est vrai, on parle de finance, mais ce n'est pas du tout la même chose. Et si on veut aller plus en détail, donc, comme l'a déjà souligné Yasmine, on a deux axes. On a la finance d'entreprise et la finance de marché. Et nous, notre filière, elle est beaucoup plus généraliste. C'est-à-dire qu'à la base, on a presque
les compétences, c'est-à-dire que notre formation nous donne toutes ces compétences-là, ce qui fait que chacun peut choisir de se spécialiser dans un domaine comme dans un autre. Mais la vérité est que ceux qui ont fait des écoles de commerce, ils sont beaucoup plus adaptés pour la finance d'entreprise que ceux qui ont fait l'INSA. Mais cela n'empêche pas quand même un lauréat de l'INSA de s'orienter vers la finance d'entreprise. À la base, la force de notre filière, c'est beaucoup plus la finance de marché. Donc, et puis, bien sûr, on peut aussi sortir ou s'orienter vers les carrières data, donc de la data science ou data analyst, quelque chose comme ça. Mais la vérité, c'est que la force de la filière, c'est beaucoup plus la finance de marché. Voilà ce que je voulais ajouter. D'accord, merci Paca d'avoir relevé ce point de la différence entre les économistes lauréats d'une école de commerce et les ingénieurs lauréats des écoles des ingénieurs dans cette filière. Yasmine, qu'est-ce que vous en pensez concernant ce point de différence entre ces deux profils? C'est vrai qu'on a tendance à oublier la différence ou bien de un peu faire la confusion entre les deux. Mais en gros, comme Pacal avait dit, nous, on est plus adapté à la finance de marché, c'est-à-dire plus à la finance qui est dans les côté investissement de la banque. Par contre, en ce qui concerne la, les autres écoles de commerce ou bien les autres les masters qu'on trouve dans les facultés de sciences économiques, c'est plutôt de la finance d'entreprise, c'est-à-dire tout ce qui est comptabilité, fiscalité, etc. C'est vrai que nous avions eu des modules pendant notre parcours de comptabilité fiscalité, mais c'est un peu juste une introduction de sorte à ce que nous ayons des notions par rapport à ça, parce qu'en fin de compte, la filière c'est bien la finance et ingénieur décisionnel, donc ça ne sera pas crédible qu'un lauréat ne sache pas qu'est-ce que c'est que la comptabilité ou la fiscalité. Quoique ça ne soit pas le cœur de notre métier ou bien de notre filière, mais comme l'a soulevé Paca, on est censé savoir des notions de ces matières-là, de la corporate finance, mais nous sommes plus axés finance de marché. Et quand on dit finance de marché, c'est plus le côté investissement de la banque. Je vais essayer d'aller un peu plus en profondeur, peut-être avec des exemples, pour vous expliquer un peu c'est quoi la finance d'entreprise, c'est quoi la finance de marché, parce que je me rends compte que certainement vous n'avez pas des notions assez claires là-dessus. Alors, donc, quand on parle de finance d'entreprise, déjà, il faut voir l'entreprise comme le système en fait qui est au cœur en fait. Donc, c'est-à-dire, quand je parle de finance d'entreprise, je vais vous donner un exemple très simple. Donc, supposons par exemple que moi, je suis financier, financier, donc je travaille dans le secteur ou dans le domaine de la finance d'entreprise. Je peux être amené à faire ce qu'on appelle de l'analyse financière, c'est-à-dire l'entreprise est là. L'entreprise, on doit essayer d'étudier la santé de l'entreprise au cours du temps. Donc, par exemple, essayer de voir est-ce que les indicateurs de l'entreprise, est-ce que ça annonce de bons signes? Est-ce que l'entreprise est en train de performer? Est-ce que l'entreprise, voilà, la santé de l'entreprise, est-ce que ça va bien? Ça, c'est un exemple simple. Il y a aussi de la comptabilité. Donc, la comptabilité, je pense que vous devez en avoir une idée là-dessus. Donc, il y a plein d'autres exemples comme ça sur la finance d'entreprise. Et ça, c'est facilement compréhensible. Par contre, la finance de marché, les gens n'ont pas forcément une idée assez large là-dessus. Mais la finance d'entreprise, plutôt la finance de marché, je vais d'abord préciser que les deux sont liés. Donc, les deux sont effectivement liés. Mais la finance de marché, comme l'a déjà dit Yasmine, c'est beaucoup plus l'investissement. Donc, imaginez par exemple qu'une entreprise, pour sa croissance, elle a besoin peut-être de plus de capital. Donc, quand je dis capital, d'argent. Donc, il y a plusieurs façons de pouvoir avoir ce capital-là. Et la façon traditionnelle par laquelle une entreprise peut financer ses investissements ou ses projets, c'est peut-être de contacter une banque, ouais, mais ce n'est pas la seule option. Donc, l'entreprise peut faire ce qu'on appelle, peut faire recours à la bourse, ok? Donc, à travers le système d'actionnariat, c'est-à-dire émettre des actions. Et il y aura des gens qui vont acheter ces actions-là. Donc, quand je dis émettre une action, c'est quoi? Donc, imaginez par exemple qu'une entreprise a besoin de 100 000 dirhams
pour peut-être s'accroître ou financer un nouveau projet. Okay? Donc, l'entreprise va diviser ces 100 000 dirhams peut-être en plusieurs parties et peut-être une partie va valoir plutôt 1000 dirhams. Okay? Et donc, on va dire qu'une action vaut 1000 dirhams. Donc, quelqu'un, par exemple, qui dit qu'il veut acheter l'action de l'entreprise, donc s'il achète une action, ça veut dire qu'il va donner 1000 dirhams et il sera propriétaire de l'action. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être propriétaire de l'action? C'est comme si la personne qui a acheté l'action devenait en quelque sorte copropriétaire de l'entreprise. Vous voyez, donc le fait d'acheter les actions de cette entreprise-là lui confère le droit d'être comme un copropriétaire de l'entreprise. Et en contrepartie, il a peut-être ce qu'on appelle le droit de vote, c'est-à-dire que lorsque l'entreprise va prendre des décisions managériales ou voilà, des décisions de grande ampleur, il peut être amené à participer au vote, ok, donc donner sa voix, ok. Donc c'est un peu ça. Donc à part ça, il y a beaucoup d'autres axes, donc par exemple comme la spéculation qu'on a sur les marchés financiers. La spéculation, c'est quoi? Donc c'est tout simplement le fait de pouvoir, c'est un peu comme un pari en fait. Donc, les actions sont cotées sur le marché, c'est-à-dire ils ont un prix, ok, en fonction de l'offre et de la demande, leur prix ça varie. Donc, si par exemple moi j'anticipe par exemple que l'action d'une entreprise dans le temps elle peut augmenter, donc je peux faire ce qu'on appelle de la spéculation, c'est-à-dire que je parie que l'action va augmenter en termes de prix. Du coup, je l'achète aujourd'hui pour la revendre très cher à demain. Cependant, ma projection peut ne pas être forcément correcte. Donc, je peux perdre comme je peux gagner. Donc, voilà un peu une petite idée que je peux vous donner de la finance de marché, de la finance d'entreprise. Et au fur et à mesure, si vous avez des questions, on pourra approfondir si besoin. D'accord, merci. Est-ce que vous pouvez détailler encore plus en ce qui concerne les missions d'un ingénieur financier et les tâches qui lui sont accordées? Yasmine, tu veux prendre la parole? Je pourrais pas, c'est toi l'ingénieur. Ok, donc, bon, je vais dire que généralement, il faut faire attention parfois à ce petit détail. Parfois, le nom du poste ne donne pas exactement ce à quoi on s'y attend. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on dit par exemple un ingénieur financier, c'est vague comme titre de poste, etc. Un ingénieur financier, par exemple, dans une banque comme Goldman Sachs, ne va pas faire la même chose qu'un ingénieur financier peut-être dans une autre banque comme, c'est pas JP Morgan, ou, vous voyez, donc le titre ingénieur financier, c'est un terme en fait qui est grossier. Okay? Mais ce que je vais dire, c'est que je peux dire que l'ingénieur financier, ça regroupe beaucoup de choses en fait. Ça regroupe beaucoup de choses. Et il faudrait peut-être aller plus en profondeur pour vous expliquer à quoi, par exemple, peut s'attendre un ingénieur financier en termes de tâches, etc. Mais de façon générale, un ingénieur financier, c'est quelqu'un qui touche aux produits dérivés. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui doit être nouveau pour vous. Donc, un produit dérivé, en quelque sorte, c'est quoi? Donc, je vais prendre un exemple très simple, comme un contrat, les contrats forward ou les contrats futurs. Moi, je vais prendre un exemple très simple d'un contrat forward. Donc, qu'est-ce qu'un contrat forward? Donc, imaginez par exemple, toujours dans ce cas, dans le cadre de la spéculation ou de l'investissement. Donc, je peux par exemple décider, ok, de signer un contrat avec une contrepartie, c'est-à-dire une personne. Donc, imaginez par exemple Yasmine et moi. Donc, on s'entend, j'ai dit que voilà, on va signer un contrat entre nous. Yasmine, elle est détenteur d'une action ou des actions, mais on signe un contrat comme quoi, à une certaine date future, donc par exemple dans 2 mois, elle va me vendre ses actions à un certain prix. On ne va pas attendre le futur, voir le prix de l'action sur le marché avant qu'elle ne me vende ces actions-là. Non, on signe un contrat aujourd'hui. Donc, elle est dans l'obligation de me vendre ces actions-là à un certain prix, même si, même si sur le marché, à cette date-là, le prix de l'action il est différent du prix de notre contrat, elle est obligée de me le vendre comme ça. Vous voyez? Donc, ça, c'est un contrat et c'est un produit dérivé. On appelle produit dérivé un produit dont le prix est lié à un actif qu'on appelle le sous-jacent. Donc, par exemple, dans notre cas, le sous-jacent, c'est l'action. Donc, le produit dérivé, c'est le contrat forward.
et le sous-jacent, c'est l'action. Donc, c'est-à-dire que le prix du contrat forward, il dépend du prix de l'action. Vous voyez? Donc, un ingénieur financier, c'est quelqu'un qui peut être amené à concevoir des produits dérivés. Ces produits dérivés, ils servent soit à la spéculation, soit à la couverture de risque, c'est-à-dire que les investissements sont soumis à des risques parce que sur les marchés, il y a plusieurs paramètres qui varient. Donc, par exemple, le taux d'intérêt, ce n'est pas quelque chose qui va demeurer constant au cours du temps. Le taux d'intérêt, ça peut varier. Aujourd'hui, le taux d'intérêt, ça peut être de 5%. Demain, ça va être de 10%. Donc ça veut dire que en fonction de la variation des taux d'intérêt, on s'expose à un certain risque. Donc, on peut utiliser des produits dérivés donc, pour couvrir les risques-là. Vous voyez un peu. Donc, un ingénieur financier, c'est quelqu'un qui peut concevoir les produits dérivés dans le but de couvrir des risques ou même de la spéculation. Et je peux aller plus loin pour dire qu'un ingénieur financier peut proposer des produits structurés. Mais de façon plus spécialisée, il y a des ingénieurs produits structurés. Mais comme je vous l'ai dit, ingénieur financier, c'est un peu un terme grossier. Mais on peut retrouver, par exemple, quelqu'un peut dire il est ingénieur financier, mais il travaille sur des produits structurés. Vous voyez? Et mis à part le fait de concevoir les produits financiers lui-même en tant qu'ingénieur financier, il peut faire ce qu'on appelle la couverture de risque ou bien la gestion de risque. Donc, toujours, c'est un ingénieur financier, mais il peut faire ce qu'on appelle du risk management. Même, il y a des ingénieurs financiers qui peuvent toucher à la gestion de portefeuille. Voyez? Mais on peut aussi retrouver des postes comme quoi gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de risque ou même analyse quantitative. Vous voyez? Donc, je ne sais pas si j'ai répondu un tout petit peu à la question. Oui, merci, vous avez répondu. Et vous, Yasmine, qu'est-ce que vous en pensez en ce qui concerne les différentes tâches qui sont accordées à un lauréat de cette filière, finance et ingénierie décisionnelle? À mon avis, moi, un ingénieur financier, c'est plus un titre qu'un métier. Parce que, comme l'a souligné Paka, c'est un titre qui est très vague. Un ingénieur financier, ça veut tout dire et ça peut rien dire en quelque sorte. En fait, quand on est lauréat de notre filière, ce qui est bien, c'est qu'on a beaucoup de choix. On n'est pas restreint à un certain métier ou à un autre. Parce que comme je l'avais dit au début, c'est vraiment une filière qui regroupe trois axes un peu complémentaires et différents. Du coup, une fois on est lauréat de la filière FID, on peut bien travailler dans le secteur de la finance de marché, comme c'est le cas de PACA et mon cas moi-même. Et on peut travailler dans l'assurance aussi, on peut travailler pardon, dans l'informatique. Du coup, une filière qui permet de choisir beaucoup de choses et qui ne se restreint pas à un certain métier ou à un autre. Du coup, comme l'a dit PACA, un ingénieur financier, c'est vrai qu'il doit concevoir les produits dérivés, mais pas que ça, il doit aussi avoir une certaine connaissance, une très grande connaissance des produits financiers, que ce soit les produits dérivés, les produits de taux, les titres de créance, etc. Ça peut vous apparaître des mots un peu techniques, mais c'est des termes qui vont venir quand vous allez choisir ou bien quand vous serez admis dans la filière finance. Euh, c'est des choses que vous allez entendre très, très quotidiennement. Quoique, ce que je peux vous dire, ce que je peux vous conseiller, c'est que vous devez toujours aller au-delà de ce qu'on vous apprend à l'école, euh, parce qu'on n'a pas le temps pour vous dire, ou bien vous apprendre tous les produits qui existent sur le marché, mais c'est très important d'avoir cette connaissance, parce que c'est ce qui va faire la différence après quand on sera lauréat et on va chercher un stage ou un master, etc. Euh, la connaissance et la maîtrise des produits de la finance de marché est très importante. Du coup, pour revenir à ta question, moi je pense qu'un ingénieur financier, ça peut être et un ingénieur de la finance de marché, un ingénieur de la finance d'entreprise, mais dans notre cas, comme je l'ai dit, c'est un titre qui va nous permettre d'intégrer plusieurs marchés ou plusieurs environnements, que ce soit dans l'informatique, l'IT ou dans l'assurance ou encore dans la finance de marché.
Je vais juste ajouter ou peut-être insister sur un point que Yasmine a soulevé. Donc, le point, c'est celui qui dit d'aller un peu au-delà de ce qu'on vous apprend à l'école. Donc, c'est pas pour insinuer par là que la formation en soi, elle est insuffisante ou elle a des Ouais. lacunes. C'est pas ça l'idée. Mais l'idée, c'est que la finance, c'est vraiment un domaine qui est très, très large. OK? Ouais. C'est un domaine qui est très vaste. Et c'est impossible de dire qu'on va vous apprendre Ouais. vraiment assez de choses en même temps dans la formation. Et déjà, avec le peu de choses qu'on apprend, on peut penser déjà que l'emploi du temps, il est chargé. Vous voyez? Du coup, si vraiment on doit apprendre encore plus de choses, soit on devrait plutôt, au lieu de faire 3 ans, on devrait plutôt faire 4 ans. OK? Donc, le mieux, ce que moi je conseillerais, c'est le plus tôt, il serait mieux le plus tôt de savoir là où on veut se diriger. Donc, Ouais. si par exemple, je suis déjà en 3e année, je sais déjà ce que je veux faire. Je sais par exemple que je veux m'orienter vers la finance peut-être de marché ou plus précisément analyse quantitative. Donc, ça me permet en fait de savoir quelles sont en fait les compétences qui sont liées au poste que je vise. Vous voyez? Et là, je ne vais pas diversifier mes efforts. Donc, je sais que je vais être analyse quantitative. Un analyse quantitative, il est censé connaître ça, 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 ça. Et dès la 3e année, déjà, je commence déjà par me préparer. Donc, c'est que oui, j'ai besoin de connaître ça. Et il y a aussi, le truc, c'est qu'il il y a cette erreur aussi que certains font. Donc, ils se disent, par exemple, surtout par exemple, en finance de marché, il y a beaucoup de maths, etc. Donc, les gens essaient de se focaliser sur le côté mathématique, etc. Mais le côté littérature, ça manque en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas que des maths. Il faut d'abord comprendre le marché financier. Les marchés financiers, c'est d'abord ça. Donc, c'est subdivisé comme ça, comme ça. Tel, il fait ça. Donc, par exemple, sur un marché, on a des traders, on a des sales, on a des... Vous comprenez? Donc, ça, déjà, à la base, vous pouvez essayer d'avoir ces connaissances-là. Vous n'avez pas forcément besoin d'attendre qu'on vous donne des initiations en mathématiques, etc., pour connaître ces choses-là. Vous commencez d'abord par des trucs que vous-même, vous pouvez facilement maîtriser, des trucs littéraires. Et après, lorsque vous allez peut-être faire des cours de stochastique, maintenant, vous-même, vous pouvez essayer d'approfondir ces notions-là. Donc, la chose que je vais vous conseiller, c'est de chercher vraiment le plus tôt à savoir ce qui peut vraiment vous plaire. Vous voyez, vous cherchez selon plusieurs critères, peut-être la demande sur le marché, c'est pas voilà les caractéristiques du poste. Donc, vous cherchez tous ces critères-là et ça vous permettra en fait le plus tôt de savoir où est-ce que vous voulez vous orienter et vous vous préparer à l'avant. Donc, cela vous évitera vraiment de diversifier vos efforts. Et non seulement ça, quand par exemple le temps de faire des stages, etc., vont arriver, vous allez vous sentir que vous êtes vraiment prêt parce que vous êtes préparé depuis longtemps. Mais si vous attendez vraiment à la fin pour vraiment avoir toutes ces notions-là, ça peut paraître un peu trop tard et ça peut vous pénaliser. Donc, c'est juste ça que je voulais dire comme apport. Voilà. D'accord. Est-ce que vous voyez que le recrutement d'un ingénieur financier, dans toutes les formes que porte ce titre, est nécessaire pour une entreprise et où vous voyez cette nécessité exactement? Euh, Euh, tu veux prendre la main, Yasmine Tu peux juste me reprendre la question, s'il te plaît, j'ai pas bien saisi la dernière partie. D'accord. J'ai dit, est-ce que vous voyez que le recrutement d'un ingénieur financier, dans toutes les formes que porte ce titre, est nécessaire pour l'entreprise et où vous voyez cette nécessité? Alors, pour une entreprise telle qu'elle est, je pense un titre d'un ingénieur financier, c'est... D'ailleurs, le monde en général, il tourne autour de la finance, pour qu'on soit franc. Et du coup, un ingénieur financier, je pense que sa place est primordiale dans toute entreprise. Quoique, c'est là où vient la différence. Est-ce que nous, comme étant des lauréats de cette filière-là, on est important dans toutes les... Enfin, important, mais est-ce on va être bien placé dans toutes les entreprises? Je sais pas que ça soit, je doute que ce soit le cas parce que, comme l'a dit Pacar, on est plus orienté finance de marché. Du coup, je pensais plus les grandes entreprises qui font des investissements, que ce soit dans la bourse, dans les marchés OTC, ou etc., qui vont avoir cette nécessité, cette obligation de recruter des ingénieurs financiers ou encore des banques d'investissement, etc. Parce que, en gros, notre métier il est plus orienté finance de marché.
Du coup, notre rapport ou bien notre nécessité, elle est plus dans ces banques-là qui vont intervenir dans les marchés financiers. Et je pense que ça devient de plus en plus important au Maroc. Je ne sais pas si Paka a un truc à dire sur ce point-là, parce que je pense que la finance au Maroc est en train de se développer d'une façon très ardue. Mais je ne pense pas que le recrutement est important dans toute sorte d'entreprise, parce que on maîtrise pas autant que ça la comptabilité, la fiscalité et toutes ces sciences qu'on retrouve dans toute entreprise. N'est-ce pas, Paka? Moi, je vais dire que, en fait, un ingénieur financier, je peux dire que c'est quelqu'un qui est incontournable. Incontournable pour la plupart des grandes entreprises. Oui, grande Oui. entreprise. Parce que généralement, euh, presque toutes les entreprises, ils ont besoin de financement. Et quand on dit besoin de financement, oubliez par exemple des petits financements de petits montants. Donc, quand par exemple on dit des financements de gros montants, il faut chercher en fait la façon optimale d'allouer les fonds. Vous voyez? Donc, par exemple, si par exemple je dois prêter à la banque, ok, plutôt emprunter auprès de la banque et peut-être avec un taux de 5%, alors que j'ai d'autres possibilités, peut-être emprunter ailleurs à un taux de 4%. Si par exemple je dois emprunter peut-être 1 million de dirhams, donc les 1% de différence, ça peut générer du profit en fait à l'entreprise. Ça ne sert à rien par exemple d'aller emprunter de l'argent au taux 5%, donc pour un gros montant, alors qu'on avait une autre opportunité de l'autre côté, hein, moins cher en fait. Donc un ingénieur financier, je peux dire que c'est quelqu'un qui est incontournable et surtout pour les grandes entreprises. Parce que les petites entreprises, généralement, elles dépendent directement des banques. Parce que pour vraiment avoir accès aux investissements, il faut vraiment être une entreprise de taille. Okay? Donc, ceci dit, on ne peut pas dire qu'un ingénieur financier, c'est vraiment, c'est-à-dire le métier d'ingénieur financier, c'est un métier, voilà, dont on n'a pas vraiment besoin, bien qui n'est pas au centre des préoccupations de l'entreprise. Je peux dire que les ingénieurs financiers sont au cœur même de la préoccupation des entreprises. Parce que si ils ne font pas, bon, c'est-à-dire s'il n'y a pas vraiment d'ingénieurs financiers, bah, du coup, on n'aura pas d'optimalité en termes de rendement. Okay? Et d'ailleurs, toute entreprise, c'est ce qu'elle cherche. Une entreprise cherche voilà, donc des rendements optimaux. Okay? Non seulement ça, mais la maîtrise des risques. Donc, toute entreprise et des grandes entreprises, elles font face en fait, à des risques. Et pour pouvoir gérer ces risques-là, on a forcément besoin d'un ingénieur financier au sens large. Okay? Du coup, c'est vraiment un métier qui est très important. Et non seulement ça, il y a actuellement un développement vraiment des marchés financiers. Donc, quand je dis marché financier, la bourse, etc. Et comme l'a dit Yasmine, du côté de l'Europe, ça se développe. Et même du côté de l'Afrique, au Maroc ici, de jour en jour, ça se développe. Et les opportunités, il y en a de plus en plus. Vous voyez? Donc, c'est vraiment un métier qui est vraiment au cœur des préoccupations des grandes entreprises. Donc, c'est juste ce que je voulais apporter. Une question de la part de Abdullah qui dit est-ce que la filière FIT forme vraiment des profils data scientist, analyst, engineer ou c'est à l'étudiant de s'auto-former? Qu'est-ce que vous en pensez, Yasmine, à ce propos? Je pense que c'est vrai on peut travailler dans le cadre de ces métiers. La filière telle qu'elle, elle nous initialise en quelque sorte à ces métiers. Et il y a certaines matières comme Big Data, Data Science, où on a appris pas mal de choses par rapport à ça. Mais je pense en grande partie, ça sera pour l'étudiant de s'auto-former pour qu'il atteigne une certaine maîtrise de ces sciences. Et d'ailleurs, c'est le cas ben, je pense que toute filière, dans toutes les filières, on est amené à s'auto-former. Quoique sur ce point-là, plus exactement, je pense pas que la filière soit complète ou bien qu'elle donne un maximum d'informations par rapport à ça. Et comme je vous l'ai dit, il n'y avait que deux modules, si je me rappelle bien, qui étaient orientés plus data science et data analysis. Et c'était plus les gens qui étaient dans notre promotion, qui étaient intéressés par ces sciences, c'était plus des gens
qui avaient déjà des notions par rapport à ça et qui essayaient de se développer eux-mêmes à travers l'auto-formation. Mais n'empêche que, ayant ce titre-là, le titre d'ingénieur de finance et ingénierie décisionnelle, je pense que vous aurez des chances à être accepté si, en parallèle, vous formez vous-même. Parce que c'est pas une filière axée ou bien orientée sur cette science-là plus précisément. Oui, tout à fait. Donc, comme elle a dit, c'est en fait dans toutes les filières il y a ça. Donc, c'est pas que la filière feed, même un informaticien qui veut vraiment voilà, avoir une facilité d'accéder vraiment au marché de l'emploi, il va pas attendre qu'on vienne dire il y a TP avant qu'il ne puisse peut-être s'entraîner vraiment sur comment coder, quels sont les trucs, les trucs qu'il doit connaître, etc. Non? Donc, c'est partout en fait. Donc, c'est dans toutes les filières. Et s'auto-former, cela ne veut pas dire, encore une fois, que la filière en soi, elle a des carences, non, mais c'est une règle en fait, parce qu'on ne peut pas tout donner. La finance, comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment large et du coup, on sera vraiment amené à s'auto-former. Donc, c'est juste ça. Une question de la part de Khadija qui dit: est-ce que le diplôme d'ENSA en finance permet de postuler au concours d'État, ministère de Finances? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que Yasmine est mieux placée à répondre à la question. Oui, effectivement, le diplôme le permet. D'ailleurs, c'est un diplôme d'ingénieur d'État. Du coup, vous avez toutes les possibilités et le droit de postuler pour les concours étatiques. Il y avait déjà un lauréat du master quand la filière était un master et non pas Oui, tout à un fait, diplôme tout à fait. d'ingénieur. Il y avait un lauréat qui est actuellement au ministère de la Finance. Il s'appelle Ahmed El Khish, si je me rappelle bien. Après, je vais Je pense chercher. qu'il est inspecteur, c'est ça? C'est ça, il est inspecteur dans le ministre des Finances. Et comme lui, il a fait, ben, pourquoi pas ceux qui sont intéressés. Du coup, oui, vous avez toutes les possibilités pour postuler au poste étatique. Une question de la part de Abdullah. Il dit: y a-t-il une différence entre le travail dans le domaine de data et dans la finance, côté salaire, opportunité d'emploi? Tu veux Euh, prendre Paca ou... euh, tu prends la main ou je... Ok, je prends après, tu continues si tu veux. Du coup, en fait, entre la data et la finance, c'est différent. Euh, Côté salaire, en ce qui concerne la data, je ne peux pas vraiment vous dire le salaire si c'est moins ou plus en finance. Je sais que la finance, ça paye très bien, mais par rapport à la data, je ne sais pas exactement. Opportunités d'emploi, c'est vrai qu'en data, je pense vous avez des opportunités un peu plus. Parce qu'en fait, pour la data, il suffit d'avoir les outils et de les maîtriser pour intégrer n'importe quelle société, n'importe quel domaine. Et vous pouvez, en fait, même un data scientist ou un data analyst, il peut intégrer le domaine de la finance ou la banque sans pour autant avoir des connaissances en matière de finance. Du coup, il a plus de chances à intégrer des points, des marchés que le financier ne peut pas intégrer. Je dis ça, mais même les financiers, ils ont pas mal d'opportunités, surtout dans le temps actuel. Et le data scientist, je pense qu'il a plus de flexibilité par rapport au domaine et par rapport au poste qu'il peut occuper. Parce qu'il peut occuper même les postes que dans des banques ou bien dans des institutions financières. Tout à fait, tout à fait. Et je voulais juste te dire que lorsqu'on parle aussi d'opportunités et tout, il faut vraiment voir une région ou une contrée. C'est-à-dire que les opportunités, par exemple, au Maroc, ce ne serait pas la même chose, par exemple, en Europe ou en France, etc. Donc, ça dépend des tendances, ok, et ça dépend vraiment de plusieurs paramètres. Et même le côté salaire, c'est pas une variable vraiment que très clair ou déterministe. Ouais. Donc, ça dépend vraiment soit de la taille de l'entreprise, soit de plusieurs paramètres, la maturité de l'entreprise, tout ça. Donc, c'est pas vraiment fixe. Mais ce qui est sûr, c'est que avec ces profils-là, vous pouvez être au-dessus de la moyenne. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Donc, c'est un peu ça.
La Charte demande, pouvez-vous nous clarifier ce que veut dire exactement l'ingénierie décisionnelle? Je crois que vous avez déjà traité ce point, mais si vous n'avez pas de problème, est-ce que vous pouvez le clarifier encore plus? À mon avis, un ingénieur décisionnel, l'ingénierie décisionnelle, c'est la science qui permet comme le nom l'indique, de prendre des décisions. C'est-à-dire comment ça se passe pratiquement, c'est plus le fait de pouvoir traiter une base de données de l'entreprise qui est souvent très grande, et de pouvoir en tirer la synthèse, de sorte à ce que les autres personnes qui sont là dans l'entreprise ou les preneurs de décision dans l'entreprise puissent s'appuyer sur cette synthèse ou bien ces chiffres-là que un ingénieur, le métier d'ingénierie décisionnelle peut leur fournir. Il peut s'appuyer sur ces chiffres et cette synthèse pour faire ses études ou bien pour prendre des décisions pardon, au sein de l'entreprise, et, euh, et évaluer la performance d'une façon fiable, par rapport aux autres chiffres par rapport aux autres synthèses qu'on puisse faire. Si nous n'avons pas cette maîtrise des outils qu'un ingénieur décisionnel peut avoir. Je ne sais pas si j'étais claire ou pas. Paka, tu peux apporter des Bah non, clarifications. non, tu as tout dit, hein, tu as tout dit. D'accord, on a une autre question qui dit, est-ce qu'on a besoin de quelques compétences exactes pour continuer en FID, être fort en maths ou bien en proba, etc. Je Oui. pense qu'avant ça, il y a une Il y autre avait une autre question. question, oui. Euh, Comment ça, donc, qui dit est-ce que la filière feed est faite pour tout le monde? Donc, je vais essayer de répondre à cette question. Déjà, dire que la filière elle est faite pour tout le monde, c'est pas vraiment exact comme réponse. Pourquoi? Parce que quand on dit une filière est faite pour tout le monde, ça dépend. Si par exemple, moi, j'aime, par exemple, les bâtiments. Donc, moi, je suis passionné par les bâtiments. Je ne peux pas dire que la filière fluide est faite pour moi. Donc, ça dépend de plusieurs paramètres. Est-ce que vous aimez d'abord le domaine? Parce que ça serait un peu compliqué de faire ce qu'on n'aime pas. Vous voyez? Donc, mais si c'est par exemple, vous parlez du côté compétences, bah là, c'est carrément un autre volet. Et ça rejoint un peu la question de la personne qui a demandé à savoir s'il faut avoir des compétences, etc. Donc, je dirais que la filière, elle est ouverte pour tout le monde, mais elle n'est pas forcément faite pour tout le monde. Ça dépend vraiment de vos passions, de ce que vous aimez, etc. Donc, ça dépend de plusieurs paramètres. Et je peux en même temps enchaîner hein, avec la question qui dit les compétences c'est-à-dire voilà, donc les compétences exactes pour continuer en feed, fort en maths, fort en proba. Je dirais pas, hein, honnêtement, je dirais pas qu'il faut être forcément fort en maths ou fort en proba. C'est vrai que à la base on fait les maths, mais c'est pas vraiment un niveau très élevé comme ça, vous voyez. Donc le niveau vraiment, C'est relatif, pas que c'est relatif. Si c'est élevé ou pas, c'est relatif. il suffit d'avoir un minimum, n'est-ce pas, Yasmine? Oui, il faut avoir un minimum, c'est vrai. Mais, Voilà. enfin, ça dépend du métier qu'on veut faire après. Si on veut être Voilà, tout un à analyste fait, tout à fait, quantitatif, comme Paka, ben, on doit être fort en maths, tout c'est à fait, inévitable. tout Mais à si fait, on veut plus s'orienter vers l'assurance ou les risques ou je sais pas, les sales, je dis pas que c'est pas important, mais c'est moins important oui, oui, que si on veut être un analyste quantitatif. Parce que à la base, un analyste quantitatif, c'est la majorité du temps, c'est avec des maths, c'est ça? De tout travailler à fait, avec des maths et des modèles mathématiques. tout Du à fait, coup, ça va permettre de rendre le travail, les tâches quotidiennes plus fluides. tout à fait, Quoique pour les autres métiers, c'est pas le cas parce qu'on n'a pas tendance à modéliser ou bien travailler avec des modèles tous les jours. C'est pas au quotidien qu'on fait ça, mais il y a un minimum à savoir en tout cas. Il y a un minimum de maîtrise qu'il faut avoir. Mais alors, je pense que dans notre filière, le niveau est un peu élevé par rapport à certaines matières, mais c'est pas oui, c'est faisable. Je veux dire que c'est faisable et si on bosse
un peu bien. Je pense que tout ira bien, Inch'Allah. Ouais. Et pour compléter, il faut donc le niveau de ceux qui veulent vraiment faire finance ingénierie décisionnelle, ça doit quand même être un peu plus élevé par rapport à ceux qui s'orientent un peu en informatique ou dans les autres filières. Vous voyez. Parce que nous, on fait beaucoup plus de maths que toute autre chose. C'est-à-dire, on ne fait pas de physique. Donc, c'est beaucoup plus des maths, et à part les maths, des trucs comme gestion, etc. Mais quand même, ça demande d'aimer au moins les mathématiques. Ça, c'est juste pour la formation. Donc ça, c'est juste pour la formation, des compétences qu'il faut avoir pour s'en sortir, valider, etc. Donc un minimum une petite base en mathématiques, ça peut aller. Vous voyez? Maintenant, comme elle a souligné Yasmine, donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire après. Ça dépend. Donc si par exemple, vous voulez vous orienter comme dans un métier de gestion de risque ou d'analyse quantitative, etc., là, c'est inévitable. Vous devez même aller un peu au-delà du niveau des maths qu'on vous enseigne vraiment. Peut-être qu'on va vous enseigner dans la filière parce que ça demande vraiment de comprendre les modèles. Et quand on dit modèle, c'est pas vraiment de l'amusement, c'est vraiment beaucoup de calculs qui sont derrière. Donc, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Donc, c'est un peu ça. Mais il est souhaitable quand même d'avoir une bonne base en maths. Donc, si vous avez une bonne base en maths, c'est que vous pouvez vraiment avoir un profil qui sera vraiment, qui va pas vraiment galérer en fait. Oui. Il va pas galérer. D'accord, une question de la part d'Abdullah. Il dit, comment sont les salaires pour les ingénieurs financiers en comparaison avec les autres filières? Bon, je peux aussi me permettre de répondre Oui, à Fadila. cette question. En fait, dans l'absolu, on ne peut pas dire, par exemple, que les salaires, par exemple, des ingénieurs financiers, ils sont peut-être plus élevés que ça. Mais si on veut parler en termes de moyenne, c'est-à-dire en moyenne, on peut dire quand même que euh, on n'est pas quand même en arrière. Donc, je veux dire, le salaire des ingénieurs financiers ou de tous ceux qui ont fait la filière finance, bon, c'est pas vraiment en arrière. Donc, on est un peu au-dessus de la moyenne. OK? Par contre, si on veut raisonner de façon, ce que je veux dire, c'est que quelqu'un peut faire, par exemple le BTP, ok, se retrouver avec un gros salaire. Quelqu'un aussi va faire la même filière BTP, il va se retrouver avec un salaire pas du tout inspirant, donc pas du tout encourageant. Vous voyez. Donc ça dépend de plusieurs paramètres. Donc, dans l'absolu, il n'y a pas ça. On peut dire qu'en moyenne, quand même, ceux qui ont fait la filière finance, ils ont quand même des salaires motivants. C'est un peu au-dessus de la moyenne. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Et Yasmine, tu as un Oui, point? je rejoins ton point. Tout à fait. C'est connu que le domaine de la finance, ça paie un peu en dessous de la moyenne par rapport aux autres filières. Et c'est un truc dont je pense en étant témoin aujourd'hui, en se comparant avec les autres filières, je pense qu'on est assez bien payé pour des débutants en carrière. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Abdullah vous demande encore, est-il vraiment difficile de décrocher un emploi en étant un lauréat vide, vu que c'est une nouvelle filière et qu'une grande portion de l'année dernière a postulé pour un M2? Je vais me permettre de répondre à cette question. Je vais dire cette idée de dire que c'est difficile de décrocher un emploi, elle n'est pas fondée. Parce que si c'était le cas, ceux qui ont décroché les emplois, les jobs après, ça n'allait pas être le cas pour eux. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas que la filière, les nouvelles, etc. On ne regarde pas ça. Ça dépend vraiment de ce que tu as appris, de comment est-ce que voilà, tu as essayé de faire les choses. Vous voyez. Donc, c'est pas parce que la filière, je comprends un peu votre inquiétude. Donc, les gens vont se dire, comme c'est une nouvelle filière, peut-être que vous allez servir de cobaye, peut-être que vous allez, etc. Mais ce sont des idées qui ne sont pas fondées. Ok. Donc, essayez d'enlever ces idées-là de votre tête. Donc, il n'y a aucun lien entre le fait que la filière est nouvelle et le fait que ça pourrait entraîner des difficultés de décrocher des emplois. Donc, ça dépend vraiment de comment est-ce que vous-même vous vous êtes construit pendant la formation. C'est tout en fait. Et je vais même aller plus loin pour dire que on l'a déjà souligné, les opportunités, il y en a, hein, il y en a en finance. Et je peux déjà même me permettre de vous le dire, en finance de marché, par exemple, il y aura
plein d'opportunités d'ici, je veux dire, les prochaines années. Parce que moi, je travaille dans le secteur et je sais en fait, je suis dans le secteur et je vois un peu que la demande, elle sera un peu très élevée pendant les prochaines années. Du coup, si vous avez vraiment un bon profil, vous n'allez pas du tout galérer à décrocher un emploi en finance de marché. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Yasmine, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce propos? Oui, par rapport à moi qui ai fait un M2, normalement, le M2, on le fait 6 mois, c'est 6 mois de stage après pour valider son année, pour pouvoir décrocher un travail ici en France. Quoique, dans mon cas, moi, j'ai fait mes 6 mois d'études et en cherchant le stage, en postulant pour chercher le stage, j'ai pu décrocher un CDI. Et en gros, le CDI, je l'ai décroché avec le diplôme de l'ENSA parce que j'ai toujours pas eu le diplôme ici en France. Je l'aurai, Inch'Allah, en octobre. Et du coup, je peux vous dire, même avec votre diplôme de l'ENSA, vous pouvez travailler en France. Ça, il n'y a pas d'inquiétude. Et je pense même que euh, ici en France, je sais pas, mais à mon avis, c'est plus facile de travailler. Genre, il y a beaucoup d'opportunités. Mais je sais, comme a dit Paka, que au Maroc, il y aura plus d'opportunités d'ici quelques années. Enfin, c'est dans le futur très, très, très proche. Et parce que même là où je travaille, dans la banque où je travaille, je sais qu'il y aura des entités qui seront ici au Maroc, là-bas au Maroc, pardon, au niveau de Casablanca. Alors, je sais qu'il y aura vraiment des postes et des. En fait, côté recrutement, je pense que vous n'allez pas galérer. C'est pas une promesse, bien sûr, mais je pense que ça sera mieux qu'aujourd'hui ou qu'hier, en gros. D'accord, merci. Une question de la part de Ilham qui dit quelle est la différence entre les lauréats d'ENSA et d'enseignants au niveau de la formation et les offres d'emploi? Je peux me permettre de répondre à cette question. Et déjà, en vrai, pour pouvoir vraiment essayer d'établir cette différence, il faut vraiment qu'on ait plusieurs promos. Vous voyez, parce que les lauréats de l'INSA, bon, l'INSA, c'est vraiment une très ancienne école, donc il y a eu plusieurs promotions, donc il y a déjà plusieurs choses qui se sont déjà passées. Du coup, pour pouvoir vraiment établir cette comparaison, il faudrait vraiment que nous ayons du côté de l'INSA plusieurs promos. Comme ça, on pourra vraiment évaluer pour voir est-ce que vraiment au niveau de la formation des offres de l'emploi, est-ce que on peut essayer d'établir une différence entre les deux. Mais ce que je vais dire, c'est que bon, à la base, par exemple, certains vont se dire, ah non, on préfère les gens de telle école, on préfère les gens de l'ENI, on préfère les gens de l'INCA, on préfère. Donc les gens vont avoir cette idée-là dans la tête. Mais je vais vous dire que dans l'absolu, c'est faux. Dans l'absolu, c'est faux. C'est vrai, on a tendance à penser tous que oui, quelqu'un qui est sorti de l'ENI, ben, forcément, il doit être une bonne personne. Mais dans l'absolu, c'est pas ça. On peut être dans un entretien. Moi, j'ai vu ça. Donc, dans des entretiens, il y a quelqu'un de l'ENI et même quelqu'un même qui vient de la fac. Mais à la fin, on va retenir quelqu'un qui vient de la fac. Donc, c'est pas parce que quelqu'un vient de l'ENI que forcément son poste il est déjà garanti. Vous voyez? Donc, il n'y a pas ce genre d'idée là que quoi, quelqu'un qui vient de telle école, il sera favorisé par rapport à ça. Non, il n'y a pas ça. Donc, tout dépend vraiment de vos compétences, de ce que vous avez maîtrisé durant votre parcours. Voilà, donc c'est beaucoup plus ça. Donc, c'est ce que je vais dire par rapport à ça. Yasmine, vous voulez ajouter quelque chose à ce propos? Non, je pense qu'il a tout dit, Paka. D'accord. Rahel se demande à propos des langues qui sont demandées dans le domaine de la finance. Bah, Yasmine, je te passe la main. En gros, à part le français, je pense que l'anglais, c'est important. Je sais pas, en Maroc, je pense que c'est le français aussi, c'est plus important. Mais je sais que là où je travaille, on a tendance à faire des meetings chaque semaine avec des équipes aux US. Du coup, il est préférable d'avoir un certain niveau en anglais, un niveau assez, je dirais, élevé parce que ça nécessite une certaine fluidité en conversation afin d'expliquer et de bien concevoir ce qui a été dit. Et à part ça, je pense que c'est les deux seules langues qui sont importantes à mon avis dans la finance.
OK. Et je vais aussi ajouter que ça dépend vraiment de la dimension de l'entreprise. Si Oui, c'est l'entreprise, ça. elle a une dimension internationale, du coup, vous voyez que vous serez amené à collaborer avec des gens peut-être qui sont dans des pays anglophones, à Londres, etc. Ouais, donc, ça serait inévitable. Donc, c'est quand même souhaitable d'avoir un très bon niveau en anglais parce que non seulement le fait que vous pouvez utiliser l'anglais, c'est-à-dire dans votre quotidien, mais il y a plusieurs ressources que ce soit les livres que vous pouvez lire, tout ça, en finance, qui sont vraiment en anglais. Du coup, vous avez vraiment intérêt à avoir une certaine connaissance de l'anglais. Moi, par exemple, au quotidien, je ne parle pas vraiment l'anglais, mais il y a plusieurs choses que je fais en anglais. Donc, par exemple, je peux rédiger certaines documentations en anglais, vous voyez, mais à l'oral, je ne suis pas vraiment amené à beaucoup parler l'anglais. Et c'est normal parce que moi, je suis dans le bac, donc je n'ai pas vraiment ce contact vraiment à l'oral avec plusieurs personnes comme ça, vous voyez. Mais après, ça peut arriver. Donc, si par exemple, je suis amené à un poste de responsabilité après, vous voyez, donc ça peut vraiment demander à ce que je puisse maîtriser l'anglais. Donc, ce que je peux dire en résumé, c'est que, un, ça dépend vraiment de la dimension de l'entreprise. Et je suis sûr que personne ne va souhaiter être dans une micro-entreprise. Et du coup, et du coup, il serait vraiment souhaitable d'avoir une bonne base en anglais. Quand je dis une bonne base, que vous devez vous entraîner du jour le jour. Okay? Et à part ça, euh, donc ça dépend vraiment de comment vous vous projetez. Vous voyez, donc ça dépend. Est-ce que vous voulez vraiment peut-être évoluer en termes de carrière, tout ça. Donc ça dépend de ça. Et donc c'est souhaitable quand même d'avoir une bonne connaissance de l'anglais. Je pense que la langue, ça doit pas être un obstacle parce que, en gros, si on peut comprendre et se faire comprendre, on ne doit pas non plus être expert ou bien des native speakers de l'anglais. Mais je pense que le fait de se comprendre et de se faire comprendre, c'est suffisant. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Khalid vous pose une question. Est-ce que l'ancienneté de l'école joue un rôle dans le recrutement des ingénieurs financiers? Par exemple, INSEA parmi les anciennes écoles qui forment des ingénieurs dans cette filière. Attendez. Je pense pas qu'il a Je- déjà répondu attends. par rapport à la question. Mais en fait, je vois une question qui dit que est-ce que toute votre promo a décroché un travail? Donc, je vais dire qu'il ne faut pas tomber dans ce piège de dire, par exemple, oui, si tout le monde a décroché un travail, donc cela veut dire que la formation elle est bonne ou s'il y a peu de personnes qui ont décroché un emploi, ça veut dire que la formation elle est mauvaise. Donc, il n'y a aucun rapport entre les deux. OK? Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça dépend vraiment de la spécialité de chacun. Par exemple, nous qui sommes la première promo, il y a des gens qui voulaient vraiment s'orienter en finance d'entreprise. Vous voyez? Et ce n'est pas vraiment seulement lié à la compétence, mais c'est lié aux opportunités. Donc, si par exemple, quelqu'un veut s'orienter en finance d'entreprise et que peut-être les opportunités en finance d'entreprise, elles sont un peu restreintes, okay, ça peut jouer en sa défaveur. Et non seulement il y a ça, mais il y a de la saisonnalité en fait dans les offres d'emploi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des périodes de l'année où il y a beaucoup d'offres d'emploi et des périodes de l'année où il y a le moins d'offres d'emploi. Du coup, il y a des gens, par exemple, à la fin de la formation, ils ont vraiment voulu prendre des congés, se reposer, etc. Du coup, la période normalement qui devait être idéale pour postuler, elle est passée en fait. Du coup, ce qui a fait qu'après, ils ont eu un tout petit peu de problème avec, voilà, à décrocher de l'emploi. Mais cela ne veut pas dire que la formation en soi, elle a des problèmes. Parce que si la formation en soi, elle avait des problèmes, on devait dire que dans l'absolu, presque personne ne pouvait décrocher un emploi. Donc, si au moins une personne arrive à le faire, ça veut dire que tout le monde est censé pouvoir le faire. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège de penser que non, parce que tel nombre de personnes n'ont pas pu décrocher un emploi, donc la filière en soi elle a des problèmes ou quelque chose comme ça. Donc, je vais dire que certainement, il reste quelques personnes qui n'ont pas encore trouvé. Et je pense que le nombre, ça serait un peu minime, mais c'est juste quelques personnes qui n'ont pas encore trouvé. Donc, c'est ce que je pense.
Donc, on passe à la question qui dit est-ce que l'ancienneté de l'école joue un rôle dans le recrutement des ingénieurs financiers, par exemple l'INCA parmi les anciennes écoles qui forment. Oui. Donc, j'avais essayé déjà de répondre un tout petit peu à cette question-là. Donc, je disais que il faut enlever dans la tête le fait, par exemple, qu'on dise que quelqu'un qui est de l'EMI, quelqu'un qui est peut-être de la fac, on va recruter les gens de l'EMI, laisser les gens de la fac. Il n'y a aucun rapport entre ça. Donc, c'est vrai qu'à la base, on s'attend que quelqu'un qui vient de l'EMI, c'est vraiment quelqu'un qui est bon. C'est ce à quoi on s'attend. Mais dans la pratique, c'est pas ce qu'on voit. Moi, j'ai vu des cas comme ça où on a laissé les gens de l'EMI pour prendre les gens de la fac. Moi, j'ai assisté à ce genre de trucs. Donc, c'est pas parce que quelqu'un vient de l'EMI ou d'une ancienne école, etc., qu'on va peut-être le prendre et laisser quelqu'un qui vient d'une nouvelle école. Il n'y a aucun rapport. Ça dépend de toi-même, de tes compétences, de ce que tu as maîtrisé, de ce que tu as appris, de comment tu t'es formé en fait. Donc, il n'y a aucun rapport vraiment entre l'ancienneté de l'école et le recrutement en fait, voilà, des ingénieurs. Il n'y a aucun rapport. Et cependant, je vais préciser que il y a ce qu'on appelle, il y a certaines entreprises qui ont des partenariats avec des écoles. Vous voyez? Donc, par exemple, l'EMI, par exemple, comme ça, il y a des entreprises qui ont des partenariats. Donc, du fait que cette école, elle existe et qu'elle est connue de plusieurs entreprises, ok? Donc, ça fait que il y a plusieurs partenariats et il peut se faire que plusieurs personnes de l'EMI seront recrutées. Vous voyez? Donc, si une filière est nouvelle et qu'elle n'a pas encore réussi à signer des partenariats avec d'autres entreprises, ça peut être compliqué. Mais cela n'est pas forcément un indicateur pour dire que non, c'est parce que la filière est nouvelle. Donc, si on oublie le critère partenariat, donc toutes les écoles, elles sont au même pied d'égalité. Il suffit que le candidat en question il soit vraiment bon, qu'il s'est bien préparé. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire à ce propos. Je ne sais pas si, Yasmine, tu as quelque chose à ajouter. Non, tu as tout dit par rapport à ça. Okay. C'est plus les profils que l'école, en fait. Voilà, tout à fait. D'accord. Une autre question de la part d'Abdullah qui dit, en plus de l'analyse quantitative, les métiers de data, pouvez-vous citer d'autres missions qu'un ingénieur financier peut pratiquer? Et il demande une petite explication de chaque profil. Peut-être je vais peut-être commencer par la mission que j'ai déjà moi Ouais. en tant que risque analyste. En fait, risque analyste, on, on sous-partie ça divise encore plus parce que le risque, on peut avoir un risque de marché, un risque de liquidité, un risque de crédit, un risque de contrepartie. Il y a plusieurs types de risques et le métier va légèrement différer en fonction de chaque type de risque. Pour mon cas, je suis dans l'équipe de risque de marché. Du coup, la mission, elle consiste en quoi? C'est que on a le trading, c'est-à-dire le front office qui prend des positions dans les marchés financiers. Et nous sommes amenés à, en quelque sorte, évaluer le risque sur les positions que le front prend dans les marchés financiers. C'est-à-dire que, par exemple, dans le front, dans le trading, il y a plusieurs desks. Il y a le desk des actions, le desk des swaps, ce que je suis en train de dire, c'est des types de produits financiers. Chaque desk il est spécialisé en gros, si je veux dire ça comme ça, en un certain produit financier. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'il y a certains métriques qui nous permettent d'évaluer le risque sur ces produits-là. Du coup, ce qu'on fait, c'est que chaque matin, on reçoit les chiffres qui résultent des positions de certains disques, bien de tous les disques qu'on traite, parce que chaque équipe de risque analyste a un certain périmètre qu'elle traite, parce qu'on ne peut pas traiter tous les books de tous les desks de toute la banque. Tout à fait. Du coup, on a un certain nombre de books ou de desks qu'on traite et on reçoit les chiffres, on calcule, enfin, c'est pas nous qui calculons à la calculette, non, il y a des programmes, c'est programmé en C Sharp, si vous êtes intéressé par les programmes, c'est C Sharp
majoritairement, c'est C Sharp. Il y a des programmes qui permettent de calculer les indicateurs, les métriques sur les produits qu'on traite. Et nous, on est amené à analyser, à évaluer le risque. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Par exemple, si on a une certaine métrique X sur un certain desk qu'on reçoit chaque matin et qu'on voit les chiffres chaque matin, et que, en fait, la métrique, il y a des métriques qui ont une certaine limite. Par exemple, si la métrique X a une limite de 100 dirhams, je dis n'importe quoi, nous, chaque matin, on reçoit des chiffres, c'est-à-dire entre 0, même il y a des chiffres négatifs parce que la banque peut perdre, bien évidemment. Et en gros, la banque ne peut pas dépasser cette limite de 100 dirhams. Quand elle approche à 100 dirhams, par exemple, elle est en 80 ou 100 dirhams, on a des alertes, on a une sorte d'alerte qu'on doit rediriger au front. Comme quoi, attention, il y a une alerte sur cette métrique, sur ce boucle-là, etc. Euh, il arrive aussi qu'il y ait des breaches, c'est-à-dire quand cette métrique-là atteint les 100 dirhams. Une fois ça atteint les 100 dirhams, on appelle le chef de desk en question et on essaie de comprendre pourquoi ça a breaché, pourquoi ça a atteint les 100 dirhams, et s'il a une explication, bien il s'attend à ce que son desk revient en norme, etc. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, on a, par exemple, il y a certaines dans les desks que je viens de citer, il y a des desks qui sont autorisés à traiter des produits et non pas d'autres. Mais il arrive qu'un certain trader ou bien un chef de desk, il veuille traiter un certain produit qui n'est pas autorisé à le faire. Du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il contacte l'équipe de risk management pour discuter ou bien prendre en quelque sorte l'autorisation de traiter un produit qui n'est pas censé traiter, et il doit expliquer pourquoi. Et mais dans notre côté, il y a une certaine analyse, une certaine discussion. C'est pas très structuré, mais c'est juste des discussions par rapport à ça. Et en troisième, il y a beaucoup de missions, mais je vais vous donner les plus importantes à mon avis. Il y a ce qu'on appelle les stress tests, c'est-à-dire que on prend cette position de notre périmètre et on essaie de stresser, c'est-à-dire qu'on applique un certain scénario de crise sur les positions que le front, c'est-à-dire l'ultime des traders ont pris, et on essaie de voir comment la position elle va évoluer, bien, elle va se comporter en cas de crise. Et ça nous permet de voir la position de la banque au cas où certains événements extrêmes auraient pu passer, comme était le cas de la crise Covid ou bien la crise de 2017. En gros, c'est les trois principales missions qu'un risque analyste peut avoir. Il y a d'autres choses en parallèle, mais principalement, c'est autour de ça. Il y a des chiffres qu'on doit voir, évaluer, analyser et produire aussi, etc., par rapport à ce que le front fait. Je sais pas, mais il y a un autre métier, c'est l'assurance. En fait, on peut être aussi risque analyste en assurance. Je sais pas trop comment ça se passe. J'ai une amie qui s'est orientée vers ça. Du coup, on peut aussi être un analyste de risque dans le métier des assurances. Il y a aussi, j'ai une amie qui est là maintenant IT et consultante, c'est-à-dire qu'elle fait de la programmation pour une entreprise d'informatique. Euh, le trading, je sais que c'est possible, mais de mémoire, est-ce que je vois là que c'est un peu difficile à atteindre comme métier. On peut passer des stages comme assistant trader, etc. Mais le métier de trading, enfin, la banque, elle préfère préserver ses traders et ne pas prendre des risques par rapport au recrutement dans ces postes, parce que c'est vrai que c'est des postes où il y a suffisamment de risques. Mais c'est l'idée que j'ai en tout cas, et c'est ce qu'on m'a dit quand je suis arrivée ici. Euh, En gros, c'est les métiers que j'ai en tête. Je ne sais pas si Taka veut ajouter un autre. Oui, donc moi j'ai essayé de faire une petite liste ici là. Donc je sais pas, peut-être que je peux être amené à reprendre certains trucs, mais côté risque, tu as déjà tout dit, hein, et j'ai pas aussi trop d'idées là-dessus.
Donc voilà, donc moi je vais dire que bon, ce que je connais, mais il y en a plein d'autres, mais je vais juste résumer quelques-uns. D'abord, je vous donne les noms des différents postes ou métiers, et après, peut-être je vais donner une petite définition du contenu. Donc, on a analyste quantitatif, on a analyste risque de marché, ou risque de modèle plutôt, risque de modèle. On a trading analyst, on a ingénieur produit structuré, on a capital market surveillance, on a gestionnaire de portefeuille, on a aussi gestionnaire de risque et on a trader et on a analyste valorisation. Donc, voilà. Donc, si je commence par analyse quantitative, là, je peux vous donner vraiment une idée claire parce que c'est mon métier. Donc, un analyste quantitatif, c'est quoi il fait exactement? Donc, je vous ai déjà parlé des produits dérivés à la base, donc quand on commençait ce meeting-là. Donc, le rôle d'un analyste quantitatif, c'est d'abord de modéliser les produits dérivés. Donc, parce que si je dis par exemple que je veux prendre un engagement, donc supposons, je reprends l'exemple que j'ai donné entre Yasmine et moi. Donc, Yasmine et moi, on s'entend comme quoi je vais acheter des actions auprès de Yasmine dans le futur. Okay, peut-être des actions. Imaginez que je dis que bon, je vais acheter une action à 100 dirhams. Okay? S'il arrivait que dans le futur, à la date où je vais acheter mon action, le prix de l'action sur le marché, il est de peut-être euh, peut 20 dirhams. Okay? Alors, moi, je suis obligé d'acheter mon action à 100 dirhams. Or, le prix sur le marché, il est de 20 dirhams. Ça veut dire que normalement, j'avais intérêt à pouvoir acheter sur le marché à 20 dirhams que de passer par un contrat. C'est pour dire que tous les contrats dans lesquels nous nous engageons, ce sont des contrats, en fait, derrière lesquels on a des risques. Du coup, pour pouvoir concevoir un produit dérivé, il y a des modélisations qui se font. Donc, des modélisations, par exemple, qui peuvent dire, par exemple, voilà, le prix de l'action, il peut varier comme ça, comme ça. On peut utiliser tel modèle. On peut utiliser tel modèle pour voilà, modéliser la variation de notre action, etc. Vous voyez, donc, le rôle d'un analyste quantitatif, c'est justement de pouvoir modéliser les produits dérivés. Ça, c'est dans un premier temps. Donc, on fait des modélisations donc, pour trouver les prix des produits dérivés. Ensuite, les implémenter. C'est-à-dire que ce n'est pas, par exemple, quand quelqu'un va venir concevoir, plutôt signer un contrat, ce n'est pas en ce moment que je vais commencer par écrire un script pour dire, ah oui, classe telle, telle, c'est pas ça. Non? Tout est déjà fait programmé. Vous voyez? Donc, dans une librairie de calcul, nous avons par exemple des méthodes qui nous permettent de ressortir les prix d'une option en fonction de ses caractéristiques. Bon, je sais que option, c'est un mot technique. Bon, je vais peut-être utiliser un contrat forward, comme je l'ai dit au début. C'est-à-dire qu'on a déjà dans la librairie de calcul, une librairie de calcul, donc c'est des milliers de codes en fait, qui permettent de faire le pricing. Le pricing, c'est-à-dire calculer le prix des produits dérivés. Donc, quand par exemple un client vient et nous dit, oui, il veut par exemple signer un contrat avec nous avec telle caractéristique, ben voilà, on rentre dans le code directement, on saisit, ou bien plutôt dans une application, hein, on saisit voilà, les paramètres et on leur ressort le prix. Donc, nous qui concevons les, les produits dérivés, on est amené à les implémenter. Donc, on doit implémenter, voilà, donc pour pouvoir calculer ça, on fait ça, ça, ça. Après ça, on fait quoi d'autre? On doit aussi faire des documentations. Des documentations, pourquoi? Parce que tous les modèles que nous concevons et que nous implémentons, il y a en fait un département risque qui doit valider ces modèles-là. Parce que derrière ces modèles-là, c'est vrai, c'est nous qui concevons les modèles, mais on doit vraiment évaluer le risque de tous ces modèles-là. Donc, voir est-ce que ces modèles-là, ça génère des risques. Parce que s'il y a des risques, donc ça peut entraîner des pertes potentielles. Désolé. Voilà. Donc, ça peut entraîner des pertes potentielles, etc. Du coup, tous ces modèles-là, on doit essayer de faire des documentations. À part ça, on doit faire le support au trading. Donc, les traders, c'est quelque chose que je vais parler, de quoi je vais parler après. Donc, donc, le support au trading, ça veut dire que parfois le trader il utilise nos applications. Il peut par exemple rencontrer un truc anormal
Donc, peut-être un comportement inattendu. Donc, il doit demander des conseils aux analystes quantitatifs pour voir est-ce que c'est normal, est-ce qu'il doit faire ça. Vous voyez, donc, nous, on est là pour, en tant que support au trading et aux utilisateurs des applications que nous concevons. Vous voyez. Mis à part ça, il y a aussi d'autres spécificités qui dépendent en fait de